Salut ma couille. Eh, on a ramené les croissants? Eh ben viens, voilà. Ouais. Bon les mecs, on se fait ce Daisy? Ouais. Aïe. Mon Dieu, c'était un rêve. Ce cliché narratif est beaucoup trop banal. Salut ma gueule, c'est Georges Méliès. C'est moi qui t'ai fait vivre ce cauchemar. C'est ce qui serait arrivé si les génies du ciné n'avaient pas existé. Au milieu de ce monde de plouc où Bienvenue chez les Ch'tis a dépassé la grande vadrouille et où il est de bon ton de porter des baskets léopard avec un nœud papillon sur une chemise à manches courtes, tu as ton rôle à jouer. Ta mission, que tu l'acceptes ou pas d'ailleurs, ton avis je m'en cogne, sera de rendre hommage à l'œuvre de ces génies et de défoncer la gueule des films de merde. Allez, moi je me casse, je veux aller faire un tarot avec Kurt Cobain. So long ma gueule. Oh mon Dieu, c'était un rêve dans un rêve. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma toupie? Bon allez, pas le temps de niaiser, j'ai du boulot. Salut les potes et bienvenue pour ce premier épisode de Retour vers la culture. Aujourd'hui, on va vous parler d'un monument du cinéma, Taxi Driver. Sorti en 1976 pour un budget de 1,3 million de dollars, c'est le 5e film réalisé par Martin Scorsese. Il met en vedette le génialissime Robert De Niro, aux côtés d'acteurs non moins méritants, Harvey Keitel, Sybil Shepherd, ou encore Jodie Foster, âgée de 14 ans, dans le rôle d'une prostituée. Le scénario est écrit par Paul Schrader, qui sera aux commandes quelques années plus tard de Raging Bull et d'American Gigolo. Un mec plutôt solide dans les années 70-80. L'intro fixe le décor d'un film érotique du dimanche soir sur NT1 avec musique jazz, ruelle sombre, plein de fumée et lumière chaude. Le protagoniste principal du film, Travis Bickle, débarque ensuite dans une entreprise de taxi pour trouver du taf. On apprend alors qu'il revient de la guerre du Vietnam, qu'il a été réformé de l'armée, qu'il ne dort plus la nuit, qu'il a passé visiblement pas mal de temps à glander dans des cinémas porno et qu'il a l'air complètement paumé dans sa vie. Et accessoirement, il picole. Les meufs, c'est le genre idéal. Perdu dans un New York crasseux et violent, il tient également un journal intime qui nous permet de mieux cerner sa personnalité. Il décroche le job de taxi, mais la nuit à New York dans les 70s, ça craint franchement. Et notre bon Travis le voit tout le temps. Au final, il subit plus sa vie qu'il ne l'amène et son incapacité totale à dormir commence un peu à lui taquiner le bulbe. Un jour de glandouille comme un autre, il flash sur une assistante de campagne d'un sénateur, la jolie Betsy, qu'il va immédiatement diviniser. Sauf que, à force de jouer les stalkers dégueulasses qui se paluchent au volant, on attise la curiosité des demoiselles. Quelques temps plus tard, habillé de son plus beau blazer rouge et coiffé comme un premier de classe, il décide de passer du stade de stalker confirmé à dragueur raté en offrant ses services pour faire la pub du sénateur. Mais en fait non, parce que c'est une grosse buse en politique. Du coup, il invite Betsy à prendre un café, qui accepte avec une belle tête de mort de faim de la braguette. Un soir de taf, il prend dans son cab 2 clients inhabituels, le sénateur Palpatine, Palantine, que Betsy soutient, et ce qui doit être son chargé de com. Après avoir largué les 2 politicards dans un bordel de luxe, une jeune cliente tétanisée entre dans son taxi, suivie par un homme charmant qui la force à sortir, sans que Travis ne bouge un poil de fion. Bref. La vie reprend son cours et Travis emmène la jolie Betsy voir un film porno. Sérieux mec? T'es vraiment paumé à ce point-là? Et c'est là que l'ami Betsy dévoile son côté pédant et poufiasse, estimant qu'un taxi sans éducation n'a rien à faire avec une assistante politique, apparemment tellement bardée de diplômes qu'elle en est devenue conne. Après une énième tentative pour la récupérer, Travis est au bord de la névrose. Faut dire qu'il est pas vraiment aidé par ses clients, notamment par un mari complètement barjot et un tantinet raciste dont la femme le trompe et qu'il veut salement flaguer avec un Magnum 44. C'est sûr que tant qu'à faire le taf, autant le faire proprement. Quelques jours auparavant, suite à la suggestion malicieuse d'une fine équipe d'intellectuels, collègues de labeur, Travis décide d'acheter une arme pour son taxi. Juste au cas où, on sait jamais. Il essaye également de prévenir un de ses collègues qu'il part en vrille mentalement, mais comme son pote est un génie, il comprend rien. Puis, par accident, il retrouve Iris, la jeune prostituée qui avait fait irruption dans son taxi. Il décide ensuite de faire son shopping dans le rayon armes à feu de son Carrefour Market et achète 4 flingues.
Il bascule officiellement dans la folie névrotique et décide de sculpter son corps musculairement, s'improvise même bricoleur en réalisant un poignet à flingue à la Assassin's Creed. En retrouvant la jeune Iris et son Mac, Travis apprend qu'elle n'a que 12 ans et demi et décide d'essayer de la faire sortir de sa vie de merde. Au début un peu à l'ouest, Iris propose à Travis un petit déjeuner avec elle. C'est un bon départ. Le lendemain, Travis lui envoie en pleine face la réalité pourrie dans laquelle elle vit. Même si Iris prétend qu'elle peut partir quand elle le souhaite, Travis essaye de lui faire prendre conscience de son erreur. On assiste ensuite à une scène de dialogue entre Iris et son Mac, qui tient les propos les plus répugnants de l'histoire de l'hypocrisie pour la faire rester à son service. God, it's good, so close. Après s'être coiffé d'une iroquoise du plus bel effet, Travis essaye d'abattre le sénateur Palpatine mais échoue lamentablement. Si seulement il avait réussi, l'Empire n'aurait jamais anéanti l'ordre Jedi et asservi la galaxie. Cet échec ne l'empêchera pas de retourner au bordel pour faire le ménage et essayer de libérer Iris du joug de son Mac. Et je vous laisse découvrir la fin. Je suis un fan inconditionnel de Taxi Driver. Et pas seulement pour la scène d'anthologie où De Niro se menace dans le miroir, qui a accessoirement été entièrement improvisée par ce bon vieux Bob. You talking to me? Toute l'ambiance du film, à la fois crasseuse, sombre et esthétique, la tension montante qui débouche à une scène cultissime de violence calme et froide, le jeu d'acteur hallucinant de De Niro, la réalisation léchée au millimètre, les plans séquences, le cadrage, la lumière, tout dans ce film me fait vibrer. La musique est un point essentiel de la narration. Parfois un peu trop répétitive à mon goût, elle est pourtant super bien dosée, présente quand il le faut et muette quand elle ne sert à rien. Le jazz variant force et douceur accentue le côté détaché, je trouve, distant, critique de Travis par la lenteur de son rythme. Puis, au moment de son basculement dans la folie, la musique change avec des cuivres graves et des caisses claires militaires. Taxi Driver peut paraître lent dans son action, ce qu'il est parfois, mais aucun détail n'est laissé au hasard. Chaque plan a son utilité, et il s'agit au final bien plus d'une analyse psychologique que d'un simple drame lambda. Je vous disais que le scénario a été écrit par Paul Schrader. Il y a livré lui-même une partie de son histoire, puisqu'il a été confronté à la perte de sens de sa vie, traînant souvent dans les cinémas porno et développant une fascination morbide pour les armes à feu. En plus, il s'agit d'un des premiers films à succès traitant de l'impact psychologique qu'a eu la guerre du Vietnam sur les soldats américains. Côté ambiance visuelle, les scènes clés de l'action se déroulent la nuit, donc dans l'ombre. Les ténèbres, l'inconnu quoi, comme une métaphore des mauvais penchants de l'homme. New York devient un tas informe avec des lumières criardes sans signification. Travis est perdu dans cette masse à la fois grouillante et inepte, ce qui traduit au final parfaitement sa solitude et son incompréhension du monde qui l'entoure. Mais plus qu'un chef-d'œuvre graphique, le film fait partie de la culture. C'est l'empreinte d'une époque, la photographie d'un lieu. Mais c'est aussi une analyse des mentalités de l'époque, du mal-être de l'après-guerre, de la peur de l'inconnu que suscite la crise économique des années 70, de la violence d'une société sans repères moraux après les bouleversements idéologiques des années 60. Genre le flower power, le mouvement de libération de la femme, les mouvements pacifistes, tout ça, enfin bon, vous allez sur Google quoi. Bref, je comprendrais très bien que vous soyez pas très chaud à l'idée de regarder ce film, parce que, c'est vrai, il est assez lent. Mais par intérêt historique, par envie d'enrichir votre culture ou même par simple curiosité cinématographique, foncez immédiatement voir ce chef-d'œuvre si ce n'est pas déjà fait. Au passage, après quelques bons débuts, c'est le film qui a couronné de succès Martin Scorsese, avec une Palme d'Or à Cannes en 1976 et 4 nominations aux Oscars. Donc je vous promets que vous ne perdrez pas votre temps, le film est un incontournable. Parce que le cinéma, c'est pas qu'un concentré d'action qui fait boum boum sur fond de musique assourdissante avec un max d'effets spéciaux. C'est aussi des films de genre qui vous racontent une histoire, une vraie, qui vous dépeignent une réalité que vous connaissez peut-être pas, qui essayent de vous faire réfléchir sur le monde, ou sur vous-même. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'aimer les mindfucks et les prises de tête existentielles. Mais, comme dirait Alexandre Astier, il faut pas confondre réfléchir et se prendre la tête. Parce que notre réflexion a aussi besoin de grains à moudre si on veut pas finir comme des abrutis qui fonctionnent uniquement par stéréotypes. I have learned more about America from riding in taxicabs than in all the limos in the country. Oh yeah? That's true. Sur ce, amis du bon goût et de la culture, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merde, je sais plus ce que je dis, putain. Ah oui, voilà.
Mais non, mais je sais plus ce que je dis, mais bordel!